losing my patience. I just can't hear to them. Donc je me présente, je m'appelle Gilles Vinrib. À l'origine, je suis ingénieur. Et puis après, j'ai fait une thèse en mathématiques appliquées à la biologie, neurosciences. Et donc je m'intéressais à des questions particulièrement inutiles, mais c'est toujours sympa en thèse. C'était de comprendre le rôle du hasard dans le fonctionnement du cerveau en utilisant des modèles mathématiques des neurones. Et puis après, je suis parti faire de la recherche un peu aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire entre la modélisation mathématique du cerveau, comprendre comment le cerveau fonctionne, comment il traite l'information, et comment ça peut nous permettre de développer des nouveaux algorithmes pour le machine learning. Donc ça, c'est un peu toute la mouvance. Vous avez peut-être entendu parler des réseaux de neurones. Et donc, j'ai fait des recherches à l'interface entre neurosciences, intelligence artificielle et mathématiques. Et puis ensuite, je suis rentré en France. Et là, j'ai été enseignant-chercheur pendant 4-5 ans. Et mon dernier poste, c'était à l'ENS, donc à l'École normale supérieure, où j'ai travaillé dans l'équipe data. Et donc j'ai développé pas mal de collaborations avec des médecins, des biologistes, pour essayer d'appliquer, de développer des méthodes de machine learning pour la médecine. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de choses à faire et plein de données super intéressantes. Et puis au passage, j'ai rencontré Thomas Clausel, qui est mon associé pour cette startup, qui est cancérologue. Et on a vachement discuté et on s'est rendu compte qu'on étudiait un peu les mêmes problèmes, mais de façon différente. Donc moi, j'ai travaillé par exemple avec des médecins pour essayer de prédire l'efficacité d'un traitement. Je vous raconterai un petit peu plus après, mais l'idée, c'est qu'il y a des traitements qui marchent pas très bien chez tout le monde, mais ça marche quand même bien chez certaines personnes. Donc, il faut essayer de prédire chez qui ça va marcher. Et il se trouve que mon associé, il faisait la même chose pour prédire la résistance aux chimiothérapies dans des lymphomes. Et donc, on s'est dit, il y a beaucoup de trucs à faire autour de ça. Et on a créé donc Hawkin il y a 3 mois. Et j'ai quitté mon poste à l'université. Donc, je suis maintenant à plein temps entrepreneur. Donc voilà, et donc je vais vous raconter un petit peu les différentes choses qu'on essaye de faire. Je vais pas forcément parler très longtemps. Je pense que c'est plus intéressant si vous avez des questions, qu'on échange entre nous, qu'on discute. Et puis vous pouvez m'interrompre quand vous voulez aussi si vous avez des questions. Alors, donc j'ai fait... d'habitude, j'ai tendance à faire trop de slides dans ma présentation. Donc là, j'ai fait une présentation en une slide. J'en profite d'être avec des jeunes, je peux expérimenter des trucs. C'est pas comme si j'étais devant des investisseurs, etc. La question que je pose là ce soir, c'est comment le machine learning peut avoir un impact sur le futur de la médecine. Donc, a priori, machine learning, médecine, c'est deux domaines complètement différents. On ne voit pas trop comment ça pourrait interagir. Donc, évidemment, vous avez tous en tête l'idée que, oui, ça peut interagir parce qu'en médecine, il y a de plus en plus de données qui sont accumulées. Avant, quand un médecin examinait un patient, il avait quelques informations sur le patient. Il réfléchissait beaucoup. Maintenant, il a beaucoup de données et il réfléchit moins. Donc, au final, l'idée, c'est qu'avec toutes ces données, on pense qu'on peut quand même faire progresser significativement différents domaines de la médecine. Et en particulier, dans tout ce qui concerne la découverte de nouveaux médicaments, la conception de nouveaux médicaments et la médecine personnalisée, c'est-à-dire comment on donne le bon médicament à la bonne personne. D'accord ? Donc, je vais essayer de passer un petit peu en revue ces différents aspects pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut développer des outils liés au machine learning pour la médecine. Donc, le premier aspect, ce qu'on appelle target discovery. Donc, de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'une maladie va apparaître chez les gens. D'accord ? Donc, quels sont les mécanismes d'émergence d'une tumeur ? Quels sont les mécanismes d'émergence d'un diabète, etc. Une fois qu'on a compris,
qu'on a bien compris comment la maladie fonctionne, c'est de la recherche fondamentale, d'accord? Ça permet de pouvoir concevoir des molécules qui vont venir se fixer sur les endroits qui sont responsables de la maladie. D'accord? Donc, par exemple, si on observe que telle maladie est liée au fait qu'il y a un récepteur au niveau d'une cellule qui est un petit peu fou, on va peut-être essayer d'envoyer une molécule qui va aller s'accrocher sur ce récepteur pour éteindre son activité, le calmer, faire en sorte que la personne soit guérie. Donc ça, c'est la deuxième partie qu'on appelle drug design et qui permet c'est le cœur de métier de l'industrie pharmaceutique. C'est comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des molécules qui vont venir se fixer aux bons endroits, mais qui vont aussi éviter d'aller se fixer n'importe où ailleurs. Okay? Pourquoi? Parce que sinon, ça va créer plein d'effets secondaires et donc potentiellement des effets toxiques qui vont faire que la molécule, elle ne sert à rien et qu'en fait, elle va plutôt tuer le patient que le guérir. Une fois qu'on a construit cette molécule, il va falloir la tester. D'accord? Donc on la teste d'abord in vitro, ensuite on la teste sur des animaux et ensuite on la teste sur les humains, ce qu'on appelle les essais cliniques. Donc là, on va recruter des gens qui sont malades, qui n'ont pas forcément beaucoup d'options thérapeutiques. On va leur proposer d'essayer le nouveau médicament qui est en train d'être développé. Et une fois que le médicament a réussi à être validé par l'essai clinique, c'est-à-dire que son efficacité a été démontrée supérieure à l'effet placebo ou bien supérieure aux autres médicaments qui existaient avant, à ce moment-là, il est mis sur le marché et il est distribué aux patients. D'accord? Et donc là, c'est la prescription du médecin qui va dire, étant donné vos symptômes et tout, je vous prescris ce médicament. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu le panorama global, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser le machine learning à chacune de ces étapes, qui sont vraiment des choses fondamentales pour la médecine, d'arriver à améliorer chacune de ces étapes. Comment est-ce qu'on peut utiliser le machine learning et quels sont le type de projet qu'on a et quels sont les challenges qui vont avec. Donc au niveau de Target Discovery, le problème en fait c'est que donc comment ça se passe grosso modo, on a soit les gens qui vont vraiment avoir une connaissance très très fine de certains mécanismes etc et qui par chance vont se rendre compte que dans telle maladie on a ce mécanisme là qui est impliqué, mais on peut aussi avoir des approches beaucoup plus globales et notamment avec la nouvelle ère de l'analyse du génome qui se démocratise, on peut, depuis quelques années, recruter des très grandes cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on va toutes séquencer. Donc on va, pour ces dizaines de milliers de personnes, analyser quel est leur génome. On va dire, voilà, votre génome, c'est A, T, GG, etc. Et donc vous vous retrouvez, en termes de données, avec, par exemple, 50 000 génomes, dont, disons, la moitié à une certaine maladie X, et puis l'autre moitié, c'est des patients sains. Okay? Donc le challenge, là, c'est d'essayer de découvrir dans ces informations génétiques qu'est-ce qui est spécifique de la maladie. D'accord? Est-ce qu'il y a des mutations à certains endroits qui sont responsables de cette maladie-là? Et en fait, ce problème-là, il faut voir qu'il a été traité par des biostatisticiens de manière très classique. Ils regardent juste gène par gène, d'accord? Et ils disent, est-ce que dans la population saine ou dans la population malade, ce gène-là, il est différent, d'accord? Est-ce qu'il y a une lettre qui change dans ce gène-là? Mais ça ne prend pas du tout en compte le fait que les gènes, ils interagissent beaucoup entre eux et que en fait, ce qui va être probablement responsable de ces maladies, ce n'est pas juste une mutation à un endroit précis, ça va plutôt être plein de mutations, des dizaines de mutations réparties un petit peu partout qui interagissent entre eux. Et donc, c'est en fait un réseau d'interaction de gènes qui va être modifié et qui va expliquer l'émergence de la maladie. Et donc, le problème de machine learning qui est caché derrière, c'est tout simplement, on pourrait imaginer un problème de classification qui est de se dire, est-ce qu'on peut construire un algorithme qui part des données du génome en entrée et qui essaye de prédire est-ce qu'une personne va être malade ou pas en fonction de son génome. D'accord? Donc, en entrée, vous avez un très long mot de 3 milliards de lettres. Et en sortie, vous avez 0 ou 1, malade, pas malade. OK? Donc, il faut essayer de travailler avec ça.
et à la fin, de pouvoir sortir des informations qui vont dire, ah ben, si on combine tel gène et tel gène entre eux et qu'on change telle lettre à tel endroit et tout, et ben ça, on arrive à prédire que la personne va être malade. Et si vous faites votre validation croisée et que vous arrivez à un très bon score de prédiction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez construit un système qui est capable de lire le génome et de prédire si une maladie va se développer à partir de ce génome-là. Okay. Donc ça veut dire que l'algorithme a réussi à, quelque part, à comprendre comment la maladie émerge à partir de l'information génétique. Et ça, c'est un des plus grands défis pour toute la biologie, c'est de comprendre ce qu'on appelle le lien entre le génotype, l'information du génome, et le phénotype, ce que vous êtes, votre taille, votre poids, vos maladies, etc. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille intensivement en ce moment, en essayant de développer justement des approches on appelle de deep learning. Vous avez peut-être entendu parler. Ça a beaucoup été développé pour les images, mais on essaye de voir comment ça peut s'appliquer aux informations génétiques, en essayant de reconstruire la structuration hiérarchique du lien entre le génotype et le phénotype, en faisant émerger les niveaux d'organisation intermédiaire du vivant, de la construction de complexes biochimiques jusqu'à l'organisation de réseaux de différentes échelles d'organisation biologique. Cette idée, si vous voulez, d'utiliser le machine learning, les algorithmes, pour découvrir des mécanismes qui sont à l'origine des pathologies, c'est des choses qui sont super récentes et il y a encore énormément de choses à découvrir. Donc le but, c'est, OK, le machine learning, ça va créer des boîtes noires, mais après, il faut les casser, il faut les ouvrir, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur, il faut discuter avec les biologistes, dire, voilà, l'algorithme, il a combiné tel et tel gène pour prédire si la personne serait malade. Vous, en tant que spécialisé à la maladie, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, c'est un dialogue entre les médecins, les ingénieurs, tout ça autour de datasets qui sont super, super intéressants. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de constituer au lieu de constituer des cohortes qui vont être juste malades, pas malades, on essaye aussi de constituer des cohortes de patients exceptionnels. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont certains cancers, mais qui guérissent tout seuls et qui restent en vie pendant 10 ou 20 ans sans prendre de médicaments. Et ça pose vachement de questions à toute la communauté médicale. Et on se dit que si on arrivait avec ces mêmes genres de méthodes à comprendre comment on peut justement prédire que ces personnes vont être des personnes exceptionnelles, on pourrait comprendre mieux comment ils fonctionnent et comment imiter leur fonctionnement pour guérir d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est pour le premier aspect target discovery. Ensuite, une fois qu'on a identifié grâce à ces algorithmes ou grâce à d'autres méthodes quelles sont les cibles sur lesquelles il faut agir pour faire en sorte que la personne malade guérisse, d'accord ? La deuxième chose qu'on peut faire grâce au machine learning, c'est ce qu'on appelle le drug design, donc la conception de molécules pharmaceutiques. Donc, pour vous expliquer un peu, grosso modo, donc les cibles dont on parle, en général, c'est des protéines. Une protéine, c'est quoi? C'est une très très grosse molécule avec des centaines d'acides aminés. Donc, c'est un truc assez gros, qui a une structure en 3 dimensions, qui peut être très compliquée. Et le problème de l'industrie pharmaceutique, c'est de trouver une plus petite molécule qui va venir se fixer et s'accrocher à un certain endroit sur la protéine. En fait, c'est comme si je vous donnais une serrure à chacun d'entre vous ici et je vous disais, essayez de fabriquer la clé qui permet d'ouvrir la serrure. Alors, c'est pas évident à faire, d'accord? Parce qu'il faudrait, je sais pas, peut-être essayer toutes les clés possibles, fabriquer tout un tas de clés, essayer toutes les clés possibles. Après, on peut toujours ouvrir, regarder un peu comment ça marche, mais une fois qu'on a ouvert, faut quand même essayer pas mal de clés. Donc, il n'y a pas de méthode vraiment super facile pour faire ça. Et les industries pharmaceutiques font en fait des milliers et des milliers d'essais. Donc bien sûr ils ont des idées a priori de ce qui a plus de chances de marcher parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de chimistes qui connaissent beaucoup de choses et tout, donc ils ont quand même des idées, ils y vont pas comme ça à l'arrache quoi. Donc du coup ils ont ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup d'essais, donc ils prennent leur tube à essai, puis ils mettent une molécule qu'ils essayent et ils regardent est-ce que ça s'accroche ou pas. Et parfois ils font ça pendant plusieurs années, ils font des milliers d'essais et à la fin ils ont toujours pas trouvé.
Alors, heureusement, ils ont commencé à se dire, bah tiens, on pourrait peut-être utiliser des ordinateurs pour nous aider à faire ça. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils utilisent des ordinateurs. On appelle ça virtual screening. Et ils essayent tout un tas de combinaisons de molécules avec des modèles en 3D pour voir est-ce que ça va s'accrocher ou pas. On appelle ça de la modélisation physique. C'est-à-dire que, en fait, ils vont essayer de simuler les lois de la physique, plutôt les lois de la chimie quantique, pour essayer de modéliser donc les forces d'interaction entre les atomes, pour voir s'il y aura un match en fait entre la molécule qu'ils essayent de concevoir et la protéine cible. Ça, c'est des très grosses simulations qui prennent beaucoup de temps. Et au final, les résultats que ça produit sont pas super, super, parce qu'il y a plein de choses encore qu'on n'arrive pas bien à modéliser au niveau de la physique. Et donc là, on n'est pas encore dans le machine learning, donc j'y arrive tout de suite. Depuis à peu près 1 ou 2 ans, il y a des nouvelles méthodologies qui sont apparues pour résoudre ce problème. Et l'idée, en fait, c'est que depuis toutes ces années, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites. D'accord? Donc il y a beaucoup de gens qui ont mesuré protéine A avec la petite molécule B, ça s'accroche pas, grosso modo. D'accord? Ou ils peuvent même noter la force d'accrochage. Est-ce que ça accroche bien, un petit peu, beaucoup, pas du tout. D'accord? Et donc, ils ont en fait accumulé au fil de ces années des énormes bases de données avec des millions d'interactions entre protéines et molécules. Et pour chacune de ces interactions, ils ont pu noter si oui ou non ça s'accroche ou pas. Donc là, vous me voyez venir. L'idée, c'est que on peut, du coup, avec ces données en entrée qui sont des paires protéines et molécules, et en sortie qui sont des valeurs d'affinité, donc on appelle ça d'affinité, c'est-à-dire la propension de la molécule à s'accrocher à la protéine, on peut faire entrer ça dans un problème d'apprentissage supervisé en machine learning. Ok. Et du coup, développer des algorithmes qui vont apprendre à partir d'exemples à prédire est-ce que une molécule va s'accrocher à une protéine ou pas. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces nouvelles méthodes, alors qui sont basées aussi sur des réseaux de neurones, sur du deep learning, permettent d'avoir des capacités de prédiction de l'affinité entre une molécule et une protéine qui est nettement supérieure à toutes les autres méthodes qui étaient là auparavant. Donc ça, en fait, c'est un énorme enjeu pour toute l'industrie pharmaceutique, pour toute l'industrie chimique, pour la compréhension aussi de la biologie, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à comprendre, pas forcément entre une molécule et une protéine, mais sur la manière dont une protéine va s'accrocher à l'ADN. Parce qu'en fait, les gènes qui sont écrits sur l'ADN produisent des protéines. D'accord? Mais ces protéines ont la capacité, dans un certain nombre de cas, au lieu de faire juste ce qu'elles ont à faire pour faire marcher le vivant, de venir se raccrocher à l'ADN à d'autres endroits. D'accord? Et de dire à d'autres gènes de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Et donc de comprendre, étant donné une protéine, où est-ce qu'elle va s'accrocher sur le génome, ça c'est aussi un très grand problème. Et ça, c'est exactement le même genre de choses, c'est-à-dire prédire des interactions entre différents éléments du vivant. Et donc à partir de ça, on peut, à partir de ces deux premières briques, on peut utiliser le machine learning pour découvrir quelles vont être les cibles thérapeutiques qu'on va viser. C'est comme une guerre, hein. Et ensuite, trouver les bonnes armes, donc trouver les molécules qui vont venir s'accrocher directement sur les cibles. Une fois qu'on a fait ça, donc ces deux projets-là, on travaille donc avec des hôpitaux, avec des médecins et avec des labos pharmaceutiques pour les aider à avancer plus vite sur ces aspects-là. Une fois qu'on a fait ça, donc il faut faire des essais cliniques. Il faut prendre la molécule, on pense être la meilleure. Donc la meilleure, ça veut dire qu'elle va, comme je vous ai dit, qu'elle va très bien se fixer sur la cible. Mais attention, il faut aussi la choisir de sorte à ce qu'elle n'aille pas se fixer n'importe où ailleurs. Parce que si elle va se fixer sur des systèmes de fonctionnement qui sont vitaux pour vous et qu'elle les perturbe, bah en fait, les effets secondaires vont être pires que le bénéfice associé au traitement. Donc une fois que tous ces critères-là ont été bien validés, on passe à l'essai clinique. Et donc là, un essai clinique, comment ça se passe? Ça se passe en 3 phases. D'accord? On va d'abord, dans une première phase, évaluer la sécurité du médicament, c'est-à-dire est-ce qu'il est toxique ou pas pour les gens. Dans une deuxième phase, on va essayer de trouver la bonne dose. Donc on va faire une escalade de doses, on va donner à différentes personnes différentes doses. Et une fois qu'on est sûr que le médicament n'est pas toxique et qu'on a trouvé la bonne dose,
Là, on fait un très grand essai avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qu'on appelle randomisé en double aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le médecin ne sait pas s'il donne le médicament ou le placebo. La personne ne sait pas si elle reçoit le médicament ou le placebo. Ok. Et donc c'est complètement tiré au sort. Et à la fin, on compare l'évolution de la maladie chez les gens qui ont reçu le médicament versus l'évolution de la maladie chez les gens qui ont reçu le placebo. Et si c'est mieux, bah, le médicament passe sur le marché, il peut être prescrit, etc. Le problème, en fait, c'est que construire tout cet essai clinique, ça coûte à peu près entre 500 millions et 1 milliard d'euros par essai clinique. Okay, et qu'il y a à peu près un taux de succès de 1 tiers ou 1 demi, environ, grosso modo. Donc ça veut dire que quand on développe ce genre de truc, bah, parfois les entreprises pharmaceutiques investissent 1 milliard d'euros et à la fin, et ben, le résultat de l'essai clinique est négatif et bah, ils ont perdu. Voilà. Et il y a le message qui s'affiche sur l'ordinateur, il dit try again. Et voilà, c'est fini. Et il faut tout recommencer à zéro avec une nouvelle molécule. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment pas satisfaisantes, non seulement du point de vue de l'industrie pharmaceutique, mais aussi du point de vue des patients qui ont été pris dans ces essais. On sent qu'il y a une inefficacité horrible dans ce système. Et l'idée, c'est... Oui ? Ah, il y a un deuxième micro? Ah. Du coup, naturellement, en optimisant les deux processus précédents, on va aussi optimiser les essais. Oui, absolument. En fait, tout ça est lié et a priori, on a plus de chances de tomber sur un médicament qui marche bien d'emblée. C'est évident. Maintenant, dans la réalité, le vivant est très complexe et malgré tous les calculs qu'on fait, à la fin, c'est assez difficile. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder, par exemple, les résultats des 2 premières phases de l'essai et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des indicateurs qui nous feraient penser que certaines sous-parties des patients, certains sous-groupes au sein des patients seraient plus sensibles aux médicaments. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe en général dans les essais qui échouent, c'est que y avait peut-être 30% des gens qui répondent très très bien au traitement, et puis 70% qui répondent pas du tout, voire parmi les 70%, 10% qui font des effets toxiques. Et donc si on arrivait à prédire, avant de faire ce grand essai randomisé qui coûte très très cher, si on arrivait à prédire quels allaient être les patients qui allaient vraiment bien répondre à ce traitement, on pourrait donc limiter le traitement uniquement aux personnes chez qui ça va marcher, faire l'essai avec uniquement ces personnes, et donc prescrire le médicament uniquement pour ces personnes-là qui répondent bien au médicament. Donc, il faut savoir que c'est, par exemple, dans les traitements en cancérologie, il y a eu très peu de progrès au niveau des chimiothérapies depuis une trentaine d'années. Le seul vrai progrès qu'il y a eu depuis 3-4 ans, là justement, ça s'appelle immunothérapie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une approche thérapeutique contre le cancer qui permet en fait de moduler le système immunitaire de la personne qui est atteinte de la maladie pour que son système immunitaire puisse agir contre la tumeur. Oui. Bah, tiens, je te passe. Est-ce que le problème du coup c'est pas qu'on fasse des médicaments trop ciblés et donc que le médicament revienne très très cher à la personne qui le prenne puisque c'est que pour lui au final? Donc d'abord, je réponds à ta question. Donc sur les immunothérapies, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que ça marche chez à peu près justement 30 à 40% des gens. Okay, mais on ne sait pas chez qui ça marche. Donc si on le donne à tout le monde, il y en a 1 sur 3 qui va répondre, et 2 sur 3, le médicament ne répond pas, le cancer s'aggrave, et à la fin, il meurt. D'accord? Donc on aimerait pouvoir leur donner d'emblée, parmi l'ensemble des médicaments dont on dispose, celui qui marche le mieux. Donc après, pour répondre à ta question sur le prix des médicaments, c'est un sujet qui est très complexe, qui dépend des politiques publiques, qui dépend des remboursements, qui dépend de plein de choses. Le principe de base qui guide le prix d'un médicament, c'est le service rendu. D'accord? Ça veut dire que s'il y a une maladie pour laquelle il y a 0 traitement et que tout d'un coup on trouve quelque chose, ça va être cher. Par contre, si c'est une maladie pour laquelle il y a des traitements qui marchent pas mal et qu'on sort un nouveau médicament qui marche pas mal plus, un petit peu mieux,
bah là, on va avoir un médicament qui va pas être très cher. Maintenant, la problématique que tu poses, c'est toute la problématique de la médecine personnalisée, quelque part. Et donc là, on arrive à la 4e partie de l'exposé. Et donc là, la question, c'est bah, maintenant que tous ces médicaments ont été fabriqués, qui sont là, qui sont sur le marché. Alors, toi, ce que tu dis, c'est encore différent. C'est est-ce qu'on peut fabriquer un médicament spécialement pour une personne, admettons, si on pousse le raisonnement à l'extrême? Un groupe de personnes, en général, comme le groupe est plus petit, logiquement, il y a moins de production. Et donc, c'est pas... Ça peut être plus cher, mais si ça sauve la vie des gens, après, c'est l'assurance maladie, c'est le système de santé qui prend en charge ces trucs-là. Ouais. Euh, donc après, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a quand même des milliers de médicaments qui ont déjà été développés, et peut-être que pour un certain nombre de patients, quelque chose qui les empêche de guérir vite, c'est qu'ils n'ont pas, finalement, ils n'ont pas reçu le bon traitement. Ok. Et que peut-être qu'un médecin un peu plus malin, il aurait peut-être compris des choses et il aurait peut-être donné un traitement un peu différent ou des doses un peu différentes ou une combinaison de deux traitements un peu différents qui aurait fait que cette personne aurait pu survivre plus longtemps. Ok. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les médecins à faire des meilleures décisions thérapeutiques. Et pour répondre à cette question, on travaille avec un grand centre de traitement des cancers en région parisienne, où en fait, ils ont une base de données sur plus de 15 ans. Ils ont tous les comptes rendus de toutes les consultations de leurs patients au format électronique. Donc, ce n'est pas des documents en papier, ce n'est pas des scans, des vieux scans tout pourris, etc. Ce n'est pas des documents PDF, c'est vraiment du texte brut, quoi, de tous les comptes rendus. Donc il y a le compte rendu quand vous allez voir le médecin, il va noter comment vous allez. Il y a le compte rendu de chirurgie où le chirurgien il dit j'ai enlevé tel morceau, ça s'est super bien passé. Le compte rendu d'anapath, donc ça c'est les gens qui vont regarder vos cellules pour regarder la forme qu'elles ont et essayer de voir quel sous-type de maladie vous avez. D'accord. Donc tous ces comptes rendus texte, ils sont disponibles. À ça s'ajoutent toutes les images d'IRM, de scanners, tous les images d'histologie, etc. Et enfin, s'ajoutent les données biochimiques, biologiques, donc de mesures dans le sang, de plaquettes, etc., plus les données génétiques. Donc vous avez pour en fait plusieurs centaines de milliers de patients sur 15 ans un historique de tout ce qui s'est passé. Et ces données-là, nous, on a découvert ça il y a quelques mois, en fait, elles dorment dans les ordinateurs. Okay. C'est-à-dire que les médecins ne les utilisent pas, ça reste vraiment en archive. Donc nous, quand on a compris que c'était en archive, on est devenu fou dans la startup. On s'est dit quoi? C'est pas possible. Et donc on a commencé à essayer de regarder un petit peu ces données et c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment tout ce qui est arrivé aux patients et comment les choix thérapeutiques ont donné des bons résultats ou des mauvais résultats sur les patients. Donc bien sûr, toutes ces données sont formellement anonymisées, hein, on travaille que avec des données anonymes. Et l'outil qu'on est en train de développer pour les médecins, c'est quelque chose de très simple. Donc c'est pas encore enfin ça a pas l'air comme ça d'être du super machine learning, mais en fait derrière il y a beaucoup de choses qui sont très complexes au niveau machine learning. C'est de se dire que le médecin, quand il est face à un patient, on peut tout simplement en un clic lui donner accès à la liste des patients qui sont similaires dans la base de données. Okay. Et à partir de ça, il peut regarder quel traitement ont reçu les patients similaires et est-ce que le traitement a marché ou pas marché. Il faut réaliser que ce type d'outil qui paraît évident à l'heure actuelle, il n'existe pas encore. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer. Et l'idée de cette mesure de similarité, c'est que ça permet finalement d'enrichir le raisonnement du médecin au lieu de lui dire écoutez docteur, l'algorithme a prédit que vous devriez donner le médicament X. Si on dit ça à un médecin, il n'y a aucune chance qu'il ait aucune confiance dans le système qu'on lui propose, parce qu'il va dire pourquoi je ferais confiance à un ordinateur, moi je suis médecin. Par contre, si on lui dit regardez, voilà, ça c'est les patients qui ressemblent, voilà le médicament X, vous pouvez voir, allez voir, chez ces patients, il a plutôt pas mal marché. Du coup, il peut prendre cette information en plus dans son raisonnement. Okay. Et ça, l'idée en machine learning, c'est ce qu'on appelle les mesures de similarité.
À partir du moment où vous arrivez à construire une bonne mesure de similarité entre vos données, donc c'est toutes les approches à noyau, kernel-based, SVM, etc. À partir du moment où vous avez une bonne métrique de similarité, après, le fait de faire de la prédiction, de la classification, de la régression, en général, ça passe comme dans du beurre, en fait. Le nerf de la guerre, c'est la bonne représentation des données et la bonne métrique de similarité qui va avec. Okay, donc là, il faut essayer de construire une similarité entre deux patients en fusionnant des données de texte qui racontent l'histoire de ce qu'il a eu, des données d'image qui racontent le détail de sa tumeur, etc., et puis des données plus biologiques. Donc, par exemple, dans le texte, vous avez le médecin à un moment donné qui dit le patient machin, aujourd'hui, il a du mal à finir ses phrases. Et il faut prendre cette information-là pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres patients qui ont eu du mal à finir leurs phrases, sachant que ce ne sera peut-être pas écrit de la même manière aussi. Okay, donc là, on est sur des thématiques de comparaison de documents, des choses assez sympas. Donc, par exemple, si je vous dis Obama a parlé devant la presse à Chicago ou le président a parlé devant les journalistes dans l'Illinois, vous me dites, bah, ces deux phrases, c'est la même chose, c'est la même information. Pourtant, si vous les comparez mot à mot, il n'y a aucun mot en commun. D'accord? Donc, comment on fait pour dire que c'est la même information? Eh ben, il y a des trucs qui existent et qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps, comme Word2Vec, etc. Des outils de machine learning non supervisés qui permettent aujourd'hui d'attaquer ce type de problème qui paraissait il y a encore quelques années complètement farfelu. Il y avait une question... Là, c'est bon? Sinon, je termine la présentation, on fait la séance de questions après, ça vous va? Parce que j'ai fini en fait. Voilà, donc j'ai fini de raconter mes trucs. Donc je vous remercie. Et puis si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, rentrez en contact avec nous. Vous pouvez nous envoyer un mail, nous écrire. On recherche toujours des jeunes pour faire des petites missions, des petits trucs. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Alors, c'est contact@okin.com. Voilà. Oui. Plutôt que de devoir comparer, pour l'instant, étant donné que c'est des archives et vous travaillez donc avec des archives, pourquoi pas après aussi mettre en place auprès des médecins des formulaires avec finalement, ils peuvent rajouter une information. Une fois que l'information a été rajoutée, les autres médecins voient la même information. Donc, ils peuvent cocher simplement des symptômes et ça facilite le traitement de l'information sur les patients. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle la distinction entre données structurées et données non structurées. Donc, ce que vous proposez, c'est de forcer les médecins, en quelque sorte, à remplir des choses plus structurées. Il se trouve que, pour l'instant, ils ne le font pas. Et qu'ils ont un style à eux et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc après, il y a aussi des jeux de données sur lesquels on travaille où on a accès au texte brut et on a accès aux mêmes données mais qui ont été remplies sous forme de formulaire. Et donc là, il y a un autre problème de machine learning qui est de prédire à partir d'un texte brut comment on remplit le formulaire automatiquement. Donc comme ça, on facilite la vie des médecins. Moi, j'avais une question, je me doute à peu près de la réponse, mais j'aimerais bien votre précision. C'est depuis tout à l'heure, vous faites la distinction entre du machine learning supervisé et du machine learning non supervisé. Ouais. C'est quoi la différence concrètement et pourquoi à un moment on utilise du supervisé, à un moment du non supervisé? Ok, donc très simplement, supervisé, ça veut dire que les données, il y a un label qui est associé, il y a quelque chose à prédire. Par exemple, si je vous donne 1000 images de chat et 1000 images de chien, okay, je peux vous dire, ça c'est une image de chat, ça c'est une image de chien. Et je vous donne l'information. Et après, je vous dis de fabriquer un algorithme qui va permettre de prédire, étant donné une nouvelle image, si c'est un chat ou un chien. Ça, c'est supervisé. Mais je peux aussi très bien vous donner 2000 images et ne rien vous dire dessus. Et à vous de découvrir qu'en fait, dedans, il y avait deux catégories, la catégorie chat et la catégorie chien. Okay, et ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. C'est ça la différence. En fait, l'un ou l'autre, ça va dépendre de la nature des données qu'on a et du problème qu'on a. Si jamais on a vraiment quelque chose qu'on a envie de prédire et qu'on a des exemples où on a la vraie valeur, la vraie classe ou la vraie valeur, à ce moment-là, on va pouvoir faire de l'apprentissage supervisé. D'accord ? Mais si on a juste des données comme ça et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut prédire et qu'il n'y a rien qui est clairement défini comme étant l'objectif à prédire,
À ce moment-là, c'est plutôt de l'apprentissage non supervisé pour découvrir dans les données des structures, des relations, etc. Oui. Micro. Ah bah il y a un autre micro. Pour les données que vous utilisez dans votre startup, est-ce qu'ils sont open access, genre, est-ce que on a tous le droit de les consulter ou est-ce que vous les achetez ou Alors, achetez l'accès? ouais, alors pour l'instant, on ne les achète pas. Pour l'instant, on travaille avec une partie de données qui est effectivement des données accessibles publiquement et une autre partie qui est en fait des données de nos partenaires. Donc, si on travaille avec un hôpital, ça va être avec les données de l'hôpital. Si on travaille avec un labo pharmaceutique, ça va être les données du labo pharmaceutique. Justement, est-ce que, quand vous dites partenaire, est-ce que ils gardent, parce que vous avez dit qu'ils anonymisent leurs informations, donc il n'y a aucun problème genre, pour ouvrir l'accès? C'est une très bonne question, ça dépend des gens. Il y en a qui sont cool et d'autres qui le sont moins. D'accord. Mais après, sinon, on travaille les données sortent pas de l'hôpital, on travaille en connexion sécurisée, on se log sur leur machine, on fait nos algorithmes à l'intérieur de l'hôpital. D'accord. Oui. Yes. D'un point de vue un peu plus tech, Ah oui, pardon. Oui. D'un point de vue technologique, comment fonctionnent les réseaux de données au final? Les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones. C'est-à-dire, vous voulez comprendre le fonctionnement théorique ou c'est plutôt l'implémentation? Le fonctionnement théorique. D'accord, c'est une vaste question. Alors, en une slide. Donc, grosso modo, c'est des systèmes qui permettent donc, de faire de l'apprentissage supervisé, mais aussi non supervisé. L'idée, c'est qu'en fait, on va prendre les variables qui constituent les variables prédictives. Donc, par exemple, si vous voulez prédire est-ce qu'une image, c'est un chat ou un chien, vous allez prendre les valeurs des pixels. D'accord. Et ça, vous allez en fait les combiner d'une certaine manière dans les réseaux de neurones. Et la manière dont c'est combiné, ça va être combiné à l'aide de poids qui vont faire des sortes de moyennes pondérées de ces différentes variables. Ces moyennes vont passer dans des fonctions non linéaires. Et avec tout ça, vous allez combiner plein d'informations qui vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Et l'idée des réseaux de neurones, c'est que la manière dont vous combinez les variables, on va l'apprendre à force qu'on présente les exemples, en disant à l'algorithme, là, tu t'es trompé, tu n'as pas réussi à prédire si c'était un chat ou un chien. Peut-être qu'il faudrait que tu changes la façon dont tu combines les pixels dans cette direction-là, un petit peu comme ça. Et si tu les changes un petit peu comme ça, alors ton réseau, il va changer un petit peu. Et la prochaine fois, tu seras capable de mieux prédire le truc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'algorithme de backpropagation du gradient, qui est l'algorithme fondamental des réseaux de neurones. Merci. Alors moi, j'avais plutôt une question sur les médecins, parce qu'on a parlé du futur de la médecine. En quoi le machine learning va impacter le rôle des médecins? Est-ce qu'on peut imaginer à terme une disparition des médecins? Alors, c'est une très très bonne question. Nous, on ne pense pas. Il y a des boîtes qui travaillent justement dans l'objectif de remplacer les médecins par une intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que c'est du marketing et qu'on en est encore très 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 loin. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, le machine learning ne sont pas du tout prêts à remplacer les médecins. La question, c'est est-ce que les médecins sont prêts à travailler avec ces outils-là? Et ça va dépendre. Je pense que la jeune génération va être assez ouverte. Je pense qu'il faut intégrer directement dans la formation des médecins des cours d'informatique, de data science, de machine learning, comme on leur donne des cours de biostatistique. C'est vraiment les outils de demain. Et après, la question, ça va être l'interaction entre ces formes d'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et à mon avis, pour que tout se passe au mieux, il faut justement éviter ces discours de remplacer les médecins par des trucs.
Mais des activités comme la radiologie, est-ce que justement, c'est pas des activités qui sont directement menacées quand on voit qu'on peut analyser des milliers d'images et être beaucoup plus précis qu'avec un œil humain? Alors, les problèmes liés à l'analyse d'images, que ce soit en radiologie, en anapath, la question, c'est pas forcément de remplacer le médecin, mais ça va être de lui faire gagner du temps, de par exemple trier les images en fonction de est-ce que c'est des cas qui sont difficiles à diagnostiquer ou faciles à diagnostiquer. Parce que l'algorithme vient avec une marge d'erreur, donc il sait les trucs qu'il arrive très très facilement à classifier et ceux qui sont très difficiles. Et donc par exemple, au début de la journée, on commencerait par les trucs difficiles, comme ça on y passe plus de temps, et à la fin on sait qu'on a moins de temps, on a plus de trucs, des trucs faciles à faire. Et donc du coup on ferait moins d'erreurs, par exemple. Donc c'est plutôt tout ce genre de choses-là qui sont à travailler. Et puis, alors il y a la notion aussi que les algorithmes vont pas forcément faire mieux que les radiologues, parce qu'en fait, ils vont être entraînés à partir d'images qui ont été labellisées par des radiologues. Donc, s'il y a un taux d'erreur humain, ils vont pas forcément faire mieux que le taux d'erreur humain. Voilà. Et in fine, quand on regarde les chiffres, en radiologie, en radio-oncologie, on est en manque de radiologues. Donc il y a plutôt beaucoup plus d'images qui sont produites que de gens qui sont capables de les comprendre. Et ça, c'est vrai à la fois dans des pays riches comme l'Angleterre, la France, etc. Mais aussi, et si on se projette à un niveau, à une échelle mondiale, trouver un très bon spécialiste d'analyse d'images de scanner dans certains pays, en développement et tout, c'est vraiment difficile. Et donc il y a aussi une sorte d'utilisation un peu globale du machine learning pour faire un transfert d'expertise via les algorithmes. Vous avez dit tout à l'heure que vous fonctionnez avec les jeux de données des hôpitaux au sein des hôpitaux. Mais du coup, ça veut dire que d'un hôpital à l'autre, vous ne partagez pas les données. Est-ce que vous avez l'intention justement d'ouvrir entre les hôpitaux pour pouvoir avoir des algorithmes plus performants en fait? Donc voilà un utopiste parmi nous dans la salle. Ah bah oui, c'est le rêve, bien sûr. Par exemple, sur l'histoire des patients similaires, le rêve, ça serait qu'un médecin, je sais pas, à Singapour, puisse avoir des patients de San Francisco qui lui ressemblent sur des maladies rares. Et donc, voilà, si on est juste chacun dans son coin, tout d'un coup, ce genre d'outil paraît un petit peu limité. J'ai assez peu d'espoir. Voilà. Même au sein des hôpitaux de Paris, par exemple? Oui, alors au sein de groupements hospitaliers déjà existants, peut-être au sein de la France, on peut faire des choses. Voilà, peut-être un système comme celui de l'Angleterre, il est encore plus approprié pour ça parce que c'est vraiment le NHS, National Health System, qui gère tous les médecins, même les médecins entre guillemets de ville. Ils sont tous fonctionnaires en fait là-bas. Donc tout est centralisé. Donc c'est sûr que sur ce type-là, mais après, je pense que, enfin bon, on en reparlera dans 10 ans. Peut-être que j'aurai tort, je sais pas, mais je suis assez pessimiste. Même si c'est un rêve pour moi aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise en tant que telle, par exemple vos produits exactement, parce que j'imagine que ça c'est la vision. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes financé, etc. Donc pour l'instant, donc on a un bureau à New York et un bureau à Paris qui fait la R&D. Donc la R&D est à Paris. On est 7 pour l'instant, 7 personnes. Et l'idée, c'est que on travaille sur chacun de ces différents axes, à la fois donc pour chacun d'entre eux en partenariat avec donc des gens avec qui on bosse à l'extérieur, dans l'idée d'apporter un service dans un premier temps sur les problématiques spécifiques et de construire au fur et à mesure des produits, donc des logiciels qui répondent à ces problématiques-là. D'accord ? Et dans notre équipe, on a surtout, il y a mon associé qui est médecin, on a trois ingénieurs data science, dont 2 qui sont dans je sais pas, vous connaissez Kaggle un peu? Donc 2 qui sont dans le top 100 mondial de Kaggle. Et puis il y a aussi donc des gens qui sont plus du côté biologie. Donc c'est une équipe vraiment mixte, interdisciplinaire. Et donc on est vraiment en phase de R&D, on va dire. Plutôt côté R que D d'ailleurs. Mais... Et vous avez déjà des clients, vous êtes financé? Voilà, donc on a levé des fonds cet été.
par des investisseurs privés étrangers et par un fonds d'investissement new-yorkais. Et on a des premiers clients avec des premiers revenus, un peu de chiffre d'affaires. Ouais. Bonsoir. Vous savez sûrement que IBM est en train de déployer Watson dans beaucoup d'hôpitaux. Ouais. Ils font un peu la même chose que vous. Je ne sais pas si vous pouvez me dire les différences. Il faut aussi de l'analyse d'articles scientifiques. Ouais. Ils proposent des traitements, des diagnostics en fait. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'ils font, c'est génial. Moi, j'adore, hein, franchement. Donc, on est très content qu'il y ait des grands acteurs comme ça sur ce marché, parce qu'ils font un énorme effort de communication, on appelle d'évangélisation du marché. Et donc, quelque part, ils préparent le terrain pour que nous, on puisse aussi travailler avec ces différents acteurs. Donc, c'est très, très intéressant. Après, j'ai l'impression qu'eux, ils ont quand même une approche de se dire IBM Watson, c'est un système super intelligent. Donc, on va donner les données du patient et hop, il va pondre le diagnostic. Hop, il va dire c'est ça le traitement. Et ça, c'est précisément ce que nous, on n'a pas envie de faire. D'accord ? Nous, on a envie d'être un partenaire du médecin et pas de faire une démonstration de force sur oui, nos algorithmes sont meilleurs que les médecins. Peut-être ça peut être ça la différence dans la philosophie, mais s'ils étaient dans la salle, ils me diraient que oui, mais non, mais c'est pas comme ça. Ouais. Donc, ils font de la com pour vous? Ils font de la com? Non, pas forcément. Je pense que leurs algos marchent probablement très bien. Maintenant, est-ce qu'ils sont dans le bon chemin pour l'acceptabilité des médecins? Je sais pas. Voilà. Je rebondis juste, vous y voyez un danger à la vision d'IBM? Vous êtes où? Pardon, j'ai la lumière dans les yeux, je suis désolé. La vision d'IBM, ouais. Cette idée de pondre un diagnostic, un avis définitif, entre guillemets, vous y voyez un danger? En tant que tel, non. Je pense que si ça marche bien, pourquoi pas? C'est juste que ça va être peut-être plus difficile à ce que les médecins soient convaincus de l'utiliser. Mais c'est tout. Oui. Juste dans la partie Target Discovery, vous avez dit que vous voulez développer des algos en fait, qui sont capables de pouvoir anticiper qu'une personne avec tel gène ou génome, je ne sais pas bien que de pouvoir prédire en fait à partir du génome, voilà, si une personne va développer une telle maladie. D'accord, mais à terme après, si vous, par exemple, imaginons que vous dites que moi je vais développer telle et telle maladie, vous allez donc proposer au laboratoire pharmaceutique de développer des médicaments spéciaux pour me guérir en avance d'une certaine maladie. Alors, on pourrait faire ça, mais c'est pas comme ça qu'on utilise en fait ce système. Ce qu'on a envie de faire, c'est de dire si l'algorithme il est capable de prédire l'émergence de la maladie à partir de l'information du génome, ça veut dire que quelque part, l'algorithme a compris comment les informations contenues dans le génome expliquent le mécanisme de la maladie. Donc après, conseiller aux gens de faire telle et telle chose pour éviter la maladie. Alors, conseiller aux gens, pourquoi pas, ou surtout fabriquer des médicaments qui vont venir réparer les endroits du génome, les interactions entre les gènes qui sont mauvaises et qui créent la maladie. D'accord, mais comment, par exemple, moi, si je ne me fais pas soigner et je suis en bonne santé, comment vous voulez savoir que dans mon génome, le mien va être malade? Enfin, comment je pourrais accéder à l'algorithme? Comment je pourrais tester mon génome? Alors, ça, c'est une autre problématique. Nous, on ne rentre pas là-dedans. D'accord? C'est-à-dire la prédiction individuelle des risques de développer une maladie. C'est un sujet qui est très compliqué. En réalité, je vais me faire soigner si on me découvre la maladie. Mais si je me sens bien, je ne vais pas aller chercher à savoir si je risque d'avoir telle et telle maladie. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier en fait des fonctionnements du corps humain qui sont à l'origine de la maladie pour pouvoir les réparer. D'accord ? Donc, c'est pour pouvoir fabriquer des médicaments. Après, ce type d'outil peut être aussi utilisé en prévention. De dire, les individus les plus à risque, on va leur conseiller de ne pas manger ceci, de faire plus de sport, de trucs comme ça. Donc ça, c'est plus la médecine de prévention. C'est aussi un gros sujet. Après, c'est un sujet qui est hyper complexe parce que si on vous dit que vous avez tel risque de déclencher telle maladie, en fait, on va vous créer un stress qui fait que vous aurez peut-être d'autres maladies, alors qu'on s'était trompé sur celle qu'on vous avait prédit. Donc, on va peut-être éviter de vous le dire. Merci. Pardon. Une question assez personnelle, mis à part le traitement de données,
l'extraction de celles qui sont utiles, quel est votre algorithme de machine learning préféré? Ah oui, c'est beaucoup trop personnel. Je dirais la régression linéaire. Ouais. Non, quand même. Si, franchement. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Parce que franchement, si on sait bien l'utiliser et que on réfléchit bien à qu'est-ce qu'on donne en entrée dans la régression linéaire, et ben en fait, souvent ça marche bien, quoi. Après, le truc, c'est que ça oblige à réfléchir plus. Voilà. Et ça permet quand même de faire tourner des choses sur des ordinateurs portables au lieu de balancer 50 clusters sur Amazon. Ouais. Oui. Attendez, il y a une question qui était là avant. Donc, j'ai une une question beaucoup plus spécifique au fonctionnement du machine learning, pas du tout en relation avec la médecine. Oui. Et je me posais une question. Nous, là, en ce moment, on est à 42, on travaille surtout sur des algorithmes en C. Est-ce que vous faites des algorithmes sur de la programmation qui est plus globale on va dire, imaginons, vous voulez calculer, on veut dire, là, vous travaillez sur la médecine, mais moi, dans un point de vue de machine learning, j'ai envie de pouvoir traiter un gros cas de problème avec un seul algorithme de machine learning. Par exemple, Google, ils ont posté beaucoup de codes qui permettent de traiter les images ou de classifier des images ou du texte ou ce genre de choses. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, avec le machine learning, approcher un problème qui pourrait se terminer en créant d'autres données? C'est-à-dire, moi, je voudrais trier, je sais que j'ai un gros groupe de données qui vont être comme ça, et moi, je veux créer une donnée qui va être différente de toutes les autres. Est-ce que ça peut être approché avec le machine learning, ce genre de problème? C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une différence. Il faudra regarder en détail ton problème. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement plusieurs niveaux. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans l'application de méthodes de machine learning dans un certain secteur, avec un certain type de données. Ça nous amène néanmoins à développer des algorithmes de machine learning qui n'existaient pas avant, d'accord, pour répondre à nos problèmes. On ne fait pas que prendre des algorithmes existants. Premier point. Deuxième point, il y a des chercheurs qui, eux, travaillent à développer des nouveaux algorithmes de machine learning ou à comprendre comment ils marchent, pourquoi ils marchent, etc. Donc là, leur but, c'est pas de l'appliquer, de faire un truc qui prédit, mais c'est vraiment de la recherche fondamentale sur le machine learning. Troisième niveau, si on redescend un peu, il y a aussi des gens qui font beaucoup de choses en termes d'API. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, moi, j'ai fabriqué un algorithme qui permet de savoir si c'est une image de chat ou une image de chien. Okay, mais ça, c'est quelque part, c'est l'output, c'est le résultat d'un apprentissage d'un algorithme de machine learning à partir d'un certain dataset qui, à la fin, fournit une sorte de fonction où vous lui donnez une image et ça donne le résultat. Et ça, c'est souvent packagé sous forme d'API, mais c'est plus du machine learning, c'est du machine learned. C'est déjà appris quelque part. Voilà. Donc après, sur votre problème à vous de fabriquer d'autres données, on pourra en discuter si vous voulez. J'ai pas de réponse pour l'instant. Ok, donc votre mail, c'est bien contact@aokin.com, c'est voilà, ça? C'est ça. Merci. Oui. Pour, il y a d'autres questions. Pour le moment, vous travaillez avec des entreprises. Est-ce que dans le futur, vous envisagez de travailler avec des particuliers, justement, dans la détection de génome? Pour l'instant, non. On est vraiment B2B. Ouais. Alors, par là-bas, j'ai eu très peu de questions, donc on va aller faire les questions de l'autre côté. Oui, vas-y. Ouais, tout là-bas aussi, mais bon... Ouais. Vas-y. Ouais, pendant que le micro circule. Je voulais savoir comment, du coup, gérer les données qui sont pas forcément valides, les cas d'erreur, et puis, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on prend pas en paramètre. On va dire, tiens, je prends tel médicament, sauf que ça m'a soigné alors que ça n'a rien à voir. Du coup, comment on fait? Ça, c'est bienvenu. Et par exemple... mais c'est vrai, les données sont rarement propres. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait. Il faut toujours faire des tests, des contrôles, se poser plein de questions. Est-ce qu'après, il y a la possibilité dans les données de faire des exclusions? Par exemple, celle-ci, cette donnée, elle est complètement... Ouais, il y a des méthodes d'outlier détection, de trucs comme ça qui permettent de...
D'accord. On fait ces trucs-là. Ça. Oui. J'avais une question pour votre dernière étape. Oui. Vous dites que vous pouvez proposer aux médecins des patients similaires aux problèmes qu'ils sont en train de traiter. Ouais. Et en même temps, vous avez une problématique des données qui sont réservées à un service. Donc comment vous faites On est obligé d'avoir des patients qui sont dans le même hôpital ou dans la même... C'est dans le même hôpital. Région. Ok. C'est dans le même hôpital. Mais D'accord. c'est des grands hôpitaux qui ont des dizaines de milliers de patients. Donc il y a déjà beaucoup d'informations. En plus, c'est des hôpitaux qui sont spécialisés dans le traitement du cancer. Donc c'est là qu'on trouve les patients similaires les plus pertinents. Maintenant, comme disait votre camarade tout à l'heure, ce serait mieux si on pouvait aller chercher partout. Ok. Oui, derrière vous là-bas. Alors moi j'ai une question plus par rapport au côté génétique. Donc déjà première question, comment avec de la data qui est aussi grosse que de l'ADN, donc des milliers et des milliers de bases, comment est-ce que vous faites pour traiter cette data alors encore plus quand vous avez des maladies qui sont rares et vous avez du coup que 5-10 patients, autant de data sur seulement 10 patients, comment est-ce que vous ça, on peut pas le faire. S'il y a que 10 patients, on peut pas le faire. Ok. Il faut qu'il y ait un minimum de data. Après, la question plus générale que vous posez et qu'on se pose tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a très peu d'échantillons, très peu d'exemples, et que chaque exemple de notre problème de machine learning est constitué d'un très grand nombre de variables. Ça, c'est un problème fondamental dans tout type d'application de machine learning à la médecine, parce qu'on est toujours confronté avec beaucoup de variables et assez peu de patients, par exemple. Même si on en a quelques centaines, beaucoup pour les médecins, mais très peu pour nous. Et de manière générale, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut faire des méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning, qui permettent d'apprendre à partir de peu d'exemples. Si vous montrez à votre petit frère ou votre petite sœur, tiens, ça c'est un chat, ça c'est un chien, en 2-3 exemples, il va comprendre la différence. Et il sera capable, face à un nouvel animal, de savoir si c'est un chat ou un chien. Un ordinateur, il a besoin d'en voir des millions des images. Comment est-ce qu'on explique ce fossé et qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser vers des systèmes qui soient capables d'apprendre à partir de peu d'exemples? Et là-dessus, il y a des technologies sur lesquelles on travaille intensivement à la startup qui sont basées sur ce qu'on appelle le transfer learning, qui permettent en fait d'utiliser notamment des réseaux de neurones qui ont été déjà appris pour faire certaines tâches, d'accord, et les réutiliser dans d'autres tâches. Exemple, si j'ai que 50 images d'échographie que je veux classifier entre cancer bénin ou malin, en fait, je peux prendre un réseau de neurones qui a été entraîné sur 1 million d'images de pandas, d'avions, de tout ce que vous voulez. Donc, il a été entraîné pour reconnaître ces images-là. Mais je peux utiliser la manière dont il va travailler sur la détection des contours, détection des formes, toutes les étapes intermédiaires dans la construction hiérarchique de ces réseaux profonds pour extraire de l'information sur mes images d'échographie et avoir des très bonnes perfs de classification. D'accord ? De la même manière que si vous apprenez 1 ou 2 langues, vous apprendrez beaucoup plus facilement la 3e. Parce que vous avez réussi à faire 2 choses, à développer votre cortex auditif, à les capter les sons de manière plus précise, et aussi dans la structuration de votre représentation abstraite de la syntaxe, de la grammaire, vous avez extrait des choses un peu universelles que vous allez pouvoir appliquer dans l'apprentissage de d'autres langues pour apprendre plus vite. Et donc ces notions d'apprentissage par transfert, pour moi, c'est un petit peu la nouvelle révolution à venir pour l'IA. Ouais. Juste toute petite dernière question, vous travaillez-vous plutôt sur protéines, ADN, ARN Un peu tout, Okay. Ouais, tout type de données. Et vous utilisez plutôt des GPU, des CPU ou Un peu tout aussi, ouais. Oui, question là-bas, ici. Oui, vas-y. Est-ce que vous utilisez aussi l'environnement sur lequel sont les patients par exemple, si c'est à Paris, il y a la pollution. Si c'est en Bretagne, il y a les anciennes mines et la radioactivité dans les câbles. C'est une très bonne remarque. On y pense, mais on ne le fait pas pour l'instant. Parce que aux États-Unis, de croiser des données avec des données publiques, de pollution, de trucs comme ça, c'est clair qu'il faudra le faire. Parce que simplement la génétique, je sais que la femme de Sergey Brin, le fondateur de Google, ouais. Elle a formé une entreprise. Elle a fait 23andMe, ouais. Ouais, ça a créé, il y a des problèmes là-bas, au niveau de. Ils avaient du mal
à dire si. Enfin, il prédisait mal les maladies. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours dans ces maladies, on appelle ça des maladies complexes, il y a toujours des facteurs à la fois génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Et l'idéal, en fait, c'est de pouvoir croiser toutes ces informations. Et clairement, on va y travailler. Voilà. Mais c'est beaucoup de boulot. Ouais. Alors là-bas, un truc. Oui, non. Une question au fond. Vous avez pas ici. parlé. Bonsoir. Ma question, la prédiction des maladies que vous faites, elle se base sur l'ADN, on a dit, sur différents trucs que je n'ai pas tous retenus, mais est-ce que, j'imagine qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas vraiment prévoir, en fait, ou qui ne sont pas prévisibles en analysant l'ADN humain Oui, alors c'est ce qu'on dit. Il y a, en fait, dans les maladies, vous allez avoir différents types de maladies. Vous allez avoir ce qu'on appelle des maladies mendéliennes. Donc ça, c'est des maladies où il suffit que vous ayez une mutation à un endroit très précis et vous êtes sûr que vous allez tomber malade. D'accord ? Parce que la mutation va faire que la protéine qui est codée, elle va changer de forme et bam, vous êtes malade. Après, il va y avoir les maladies génétiques complexes, donc comme Alzheimer, le cancer, tous ces trucs-là, qui sont assez chiants. Et là-dessus, vous allez avoir peut-être certaines mutations qui vont vous donner un peu plus de chances de tomber malade. Mais il se peut qu'avec ces mutations, vous ne tombiez pas malade, mais qu'il y ait d'autres gens qui aient d'autres mutations et qui tombent malades. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Mais par contre, voilà, en allant chercher un petit peu plus loin, on peut trouver des choses quand même assez prédictives. Et après, au-delà de ça, il y a l'interaction avec l'environnement, qui fait qu'à deux jumeaux, à deux configurations génétiques identiques, il y en a un qui va peut-être développer la maladie et pas l'autre, par rapport à ce qu'il a mangé, à là où il vit, etc. Voilà. Et après, à ça s'ajoute l'épigénétique, qui est encore autre chose. Donc, il y a plein de facteurs déterminants. Et ici, dans la présentation, j'ai peut-être un peu simplifié en disant ADN, mais concrètement, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et on prend en compte tout type de données qui permettent de faire avancer les choses. Ok, d'accord, merci. Mais vous, en gros, vous quand même, vous essayez de prédire, on va dire, des maladies assez graves, assez importantes. J'imagine que vous ne pouvez pas prédire si je vais choper un rhume ou... Non, voilà. C'est des maladies quand même pour lesquelles on suspecte qu'il y a des liens avec des problèmes d'ordre génétique, mais pour lesquels le lien n'est pas purement fixe et déterministe. Ok, merci. Oui. Ce sera la dernière question, simplement. Alors pour peut-être pas quelqu'un prendre trop qui de n'a temps. pas posé de question, c'est plus juste. Je sais. Mais vous avez mon mail sinon. C'est une question assez Demain, courte. Ça va être chaud. Oui. Vous avez un bon retour de l'ordre des médecins? On n'a pas trop discuté avec eux. Par contre, on discute tous les jours avec plein de médecins. Et par exemple, sur les patients similaires, ils sont très chauds, ils ont très envie de voir comment ça va marcher, etc. C'est des idées qui leur plaisent. Ouais. Merci pour toutes ces questions. Vous avez son mail, hein, donc vous pouvez le spammer comme vous voulez. J'aurais jamais dû donner mon mail. Sinon, je vais faire un peu de pub pour le Challenge Data. Ah, donc, si vous êtes intéressé par le machine learning, en fait, Gilles, il organise un concours qui s'appelle Challenge Data. Donc, c'est la 2e ou 3e année. Ouais. Donc, c'est sur challengedata, tout attaché, .ens.fr. Et donc, c'est un peu comme Kaggle, sauf que c'est réservé aux Français, on va dire. Ouais, voilà, c'est pour les étudiants. Il y a des startups, des entreprises qui sont basées ici à Paris et qui proposent des challenges de machine learning. Et donc, il y a une petite compétition avec des classements. Vous pouvez participer. C'est cool pour apprendre. Voilà. Et c'est un tiers 4 à l'école. Très important. Ah, ça vous donne des crédits et tout. Ah, c'est pour ça qu'il y a plein d'inscrits cette année. Voilà, merci Gilles. À bientôt. Merci à vous.